La pluie de novembre a une façon particulière de tomber en Bretagne. Elle ne descend pas, elle s'installe, comme une vieille querelle que l'on croyait oubliée et qui revient frapper à la porte sans prévenir. Ce soir-là, elle tombait exactement ainsi, avec la ténacité sourde des choses qui refusent d'être ignorées. Je me tenais au milieu de la rue du Calvaire, les pieds dans une flaque dont le froid remontait jusqu'aux genoux, serrant contre ma poitrine un carton à chapeau en carton gondolé. À l'intérieur, ma robe de soie grise, celle que j'avais portée le jour où j'avais signé les statuts de Carnével et Associés, 2 lettres de ma mère écrites à l'encre violette et un portrait miniature de ma grand-mère Solwen, peint par un artiste itinérant lors d'une foire à Quimper en 1931. C'était tout ce qu'il m'avait laissé. Je m'appelle Gwenaëlle Trébaol, j'ai 78 ans. Mes cheveux sont blancs comme les calcaires de Carnac, mes mains portent les craquelures de 7 décennies de travail, et mon dos ne se redresse plus tout à fait depuis que j'ai creusé le potager de cette maison pendant 32 étés. La maison. La villa Armor, la maison de la mer en breton, bien qu'elle ne soit qu'à 4 km de la côte. 4 pièces, un grenier que les hirondelles occupaient sans loyer, et un rosier centenaire sur le mur sud qui produisait chaque juin des fleurs d'un rouge presque offensant. Mon mari Théodore Lanuzel et sa fille Orbeline se tenaient sur ce perron. Orbeline riait. Elle avait 39 ans et la même façon de rire qu'à 7, la tête légèrement renversée, les dents trop visibles, comme si l'hilarité était une performance destinée à un public invisible. Elle avait ramassé mes affaires avec une négligence ostensible, jetant pêle-mêle sur les dalles mouillées mes robes, mes cahiers de jardinage, mes flacons de médicaments, une vieille boîte à biscuits en métal où je conservais des coupures de journaux jaunes et des semences de tomates noires de Crimée. « Ramasse tes guenilles » avait-elle dit sans me regarder vraiment, avant de se retourner vers son père pour continuer une conversation interrompue. Théodore, lui, ne riait pas. Il avait cette expression que je connaissais depuis 44 ans. Le menton légèrement rentré, les yeux fixés sur un point imprécis à mi-hauteur, la posture de l'homme qui a commis quelque chose d'irréparable et qui attend que le silence absorbe sa culpabilité. C'était le visage qu'il avait eu le matin où il m'avait avoué avoir dilapidé nos économies de jeunesse dans une affaire de bateau de pêche reconverti. C'était le visage qu'il avait eu quand Orbeline, sa fille d'un premier mariage, la fille de Pascaline, dont il ne prononçait le nom qu'avec une délicatesse suspecte, avait craché sa première voiture, puis la deuxième, puis la troisième. Ce soir-là, c'était le visage de quelqu'un qui avait vendu la maison. Je n'avais appris la nouvelle que 4 heures plus tôt, par un appel de maître Finch Rioux, le notaire qui avait instrumenté la vente. Un homme consciencieux, Finch, avec une voix de baryton et une politesse ancienne qui lui faisait toujours commencer ses phrases par « Madame Trébaol, si vous me le permettez ». Ce soir-là, il n'avait pas pris ses précautions. « Madame Trébaol, je dois vous informer, et je suis sincèrement navrée, que la vente de la villa Armor a été finalisée ce matin. L'acte authentique a été signé. Votre mari était l'unique propriétaire inscrit au cadastre. La transaction est légalement irréprochable. L'acquéreur prend possession dès demain. » J'étais dans la cuisine. Je venais de poser une casserole de soupe sur le feu. Je me souviens que la vapeur montait en volutes régulières, que l'odeur du céleri rave envahissait l'espace, et que le chat tigré, Mabinouk, que j'avais recueilli il y a 6 ans sous un banc de la gare de Lorient, me regardait avec cette attention soutenue qu'ont les chats pour les catastrophes humaines. Quelle somme avais-je demandé ? 340 000 €, réglés directement sur un compte dont je ne suis pas l'administrateur, j'imagine. Madame Trébaol, j'avais raccroché. 340 000 €. Les dettes d'Orbeline, ces investissements désastreux dans des marques de cosmétiques qui n'existaient que sur des présentations PowerPoint, ces loyers impayés à Paris, à Lyon, à Nantes, ces crédits à la consommation contractés avec une créativité que je n'aurais pas cru possible, ces associés dont les noms changeaient à chaque saison et qui lui promettaient des rendements que même les années fastes de la bourse n'auraient pas justifiés. Théodore m'en avait parlé, par bribes, avec la pudeur honteuse d'un père incapable d'énoncer clairement que sa fille était à la fois imprudente et malhonnête. Je savais qu'il lui envoyait de l'argent, je ne savais pas qu'il avait vendu la maison. Ou peut-être que je le savais, il y avait eu des signes, comme il y en a toujours. Des papiers que Théodore rangeait trop vite, un rendez-vous chez le notaire qu'il avait mentionné puis immédiatement noyé dans une conversation sur la météo. La façon dont Orbeline, lors de sa dernière visite en septembre, m'avait regardée en traversant le salon, avec ce regard d'inventaire que font les gens qui calculent ce que les choses valent plutôt que ce qu'elles signifient. J'avais 78 ans. J'avais cru que l'âge dispensait des trahisons domestiques. C'était une erreur de débutante. Je ramassais mes affaires dans la boue.
lentement, méthodiquement, avec la dignité de quelqu'un qui a décidé que la dignité était le seul luxe dont on ne pouvait pas vous déposséder. Les robes, froissées, humides, les cahiers, les pages du mois de juin déjà gondolées, la boîte à biscuits en métal, intacte, parce que le métal résiste mieux que le papier et les promesses. J'avais laissé sur les dalles une paire de pantoufles en laine dont le talon était usé et qui n'avait plus aucune valeur sentimentale. Orbeline dit quelque chose à voix basse. Théodore hocha la tête. Ils rentrèrent. La porte se ferma. Je restai un moment dans la pluie, le carton serré contre ma poitrine, à regarder la façade de la villa Armor. Le rosier rouge était encore là, ses dernières fleurs d'automne recroquevillées comme des poings fermés. J'avais planté ce rosier à l'âge de 46 ans, le jour de la mort de ma mère, parce que je n'avais pas su pleurer autrement. Je l'avais taillé chaque hiver avec des ciseaux que je gardais à cet effet unique. Je lui avais parlé, certains soirs, quand les mots n'avaient personne d'autre à qui s'adresser. Demain, il appartiendrait à quelqu'un qui ne savait rien de tout cela. Je sortis mon téléphone de la poche de mon imperméable beige. Un téléphone banal, au bord légèrement éraillé, dont l'écran s'était fendu l'été dernier et que j'avais fait réparer chez un jeune homme du bourg qui avait des tatouages jusqu'au coude et qui m'avait appelée Madame, avec un respect spontané que j'avais trouvé touchant. Je composais un numéro que je connaissais par cœur depuis 22 ans. Maître Yolène Cadoré décrocha à la deuxième sonnerie. « Gwenaëlle ?»« Yolène, il est temps. » Un silence de 3 secondes, le silence de quelqu'un qui attendait cet appel depuis longtemps et qui vérifie, in petto, que tout est en ordre. Je t'envoie Brendan demain matin à 7h. Il a l'ensemble des documents. Je prépare la mise en demeure ce soir. Pour Kernevel et Associés ? Pour l'intégralité. La holding, les filiales, les comptes de gestion. Je veux qu'il comprenne exactement ce qu'il a cru posséder pendant 20 ans. Bien. Dors quelque part au chaud ce soir. Je dormirai chez Nolwenn. Parfait. Gwenaëlle, tu es certaine ? Je regardais la porte close de la villa Armor. La lumière du salon filtrait à travers les volets en bois peints en bleu. Un bleu que j'avais choisi moi-même en 1993 dans une quincaillerie de Vannes après avoir passé 30 minutes à comparer des échantillons sous la lumière naturelle. Théodore avait trouvé cela excessif. Il trouvait toujours mes précautions excessives, certaines. Permettez-moi de vous raconter ce que Théodore Lanuzel ignorait. Il ignorait, ou avait cessé de vouloir savoir, que Kernevel et Associés, le cabinet de conseil en stratégie industrielle où il avait travaillé pendant 20 ans en qualité de directeur commercial, où il avait noué ses relations, reçu ses augmentations, construit son identité professionnelle et son sentiment d'importance, m'appartenait en totalité, pas en partie. En totalité. J'avais fondé Kernevel et Associés en 1986, à l'âge de 40 ans, avec les économies accumulées pendant 17 ans de travail comme consultante indépendante et le capital hérité de mon oncle, Ambrosin Trébaol, un homme taiseux de Douarnenez qui avait fait fortune dans l'équipement maritime et qui m'avait légué, à sa mort, une somme que personne dans la famille ne soupçonnait. Ambrosin n'aimait pas les banques, il n'aimait pas non plus les héritiers qui attendaient avec impatience. Il m'avait choisi parce que, disait-il, j'étais la seule de la famille à comprendre que l'argent est un outil et non une destination. En 1986, Kernevel était un cabinet de 3 personnes, moi, une assistante nommée Rosa Belne, qui avait une mémoire photographique et une intolérance prononcée pour l'incompétence, et un consultant senior que j'avais débauché d'un cabinet parisien avec une promesse d'autonomie que je savais pouvoir tenir. En 2004, quand Théodore avait rejoint l'entreprise, introduit par un intermédiaire commun, recommandé pour ses contacts dans le secteur naval breton, Kernevel comptait 47 employés et réalisait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Je l'avais recruté. Je lui avais fixé son salaire, je lui avais attribué son bureau, le bureau du 3e étage avec la vue sur le port, celui qu'il décrivait à ses relations avec une satisfaction qui m'avait, au fil des années, alternativement amusé et attristé. Ce qu'il n'avait jamais su, ce que j'avais délibérément maintenu dans l'ombre, avec l'aide de Yolène et d'une structure juridique que j'avais mise en place précisément à cet effet, c'est que je n'avais jamais cessé d'être l'actionnaire unique de la holding Trébaol Investissement qui détenait 100% du capital de Kernevel et Associés et de ses 4 filiales. Nous nous étions mariés en 2007, j'avais 61 ans, lui 52. C'était un second mariage pour nous deux.
Le mien, avec Erwan, s'était terminé non dans le fracas, mais dans l'épuisement silencieux de 2 personnes qui n'avaient plus rien à se dire, mais trop de courtoisie pour l'admettre. Théodore m'avait séduite, le mot est maladroit mais juste, par une intelligence pratique que j'appréciais et une compagnie qui remplissait agréablement les soirées de novembre. J'aurais dû me méfier des hommes qui remplissent agréablement les soirées de novembre. Le contrat de mariage stipulait une séparation de biens. Mes avocats avaient été clairs, précis, impitoyablement techniques. Mais les années ont une façon de brouiller les architectures juridiques dans l'esprit des gens qui ne les ont pas construites. Théodore avait fini par croire, par vouloir croire, qu'il était copropriétaire de quelque chose, du train de vie, du prestige, de la villa Armor, dont le titre de propriété était effectivement à son seul nom, parce que je lui avais offert cette maison en 2009, achetée avec mes propres fonds, enregistrée à son nom dans un geste de générosité que je n'aurais pas dû commettre et dont je portais depuis la conséquence. C'était mon unique erreur de gouvernance en 50 ans d'activité. La villa Armor était légalement sienne. Kernevel et associés m'appartenaient entièrement. Et il avait vendu la villa pour rembourser les dettes de sa fille, sans me consulter, sans m'avertir, sans même me regarder franchement dans les yeux. La disproportion de l'erreur me frappait, debout sous la pluie, avec une clarté froide. Nolwenn Goualou vivait à 3 kilomètres, dans une maison de schiste gris à l'entrée du bourg. Elle avait 74 ans, une langue précise, une collection de romans policiers islandais et une amitié avec moi qui durait depuis le lycée de Lorient, où nous nous étions rencontrés un matin d'octobre 1962, assises côte à côte en cours de latin, parce que nos noms commençaient tous deux par les mêmes lettres. 47 ans de confidence et de désaccords productifs. Elle m'ouvrit la porte avant que j'aie frappé. Elle avait vu les phares du taxi, et ne dit rien pendant 2 minutes, le temps de me débarrasser de mon imperméable trempé et de poser devant moi une tasse de tisane au tilleul. « Il l'a fait, dit-elle enfin. Il l'a fait. » Et Orbeline était là. Elle riait. Nolwenn posa les mains à plat sur la table. Elle avait des mains larges, fortes, celles d'une femme qui avait élevé 3 enfants seule et géré une exploitation maraîchère pendant 25 ans. Des mains qui n'avaient pas peur des choses difficiles. « Quand as-tu appelé Yolène ?»« Sous la pluie. Devant la porte close. » Un silence. « Bien, dit Nolwenn. Nous ne dormîmes pas beaucoup cette nuit-là. Nous parlâmes, comme nous l'avions toujours fait dans les moments de rupture, avec cette franchise légèrement abrasive qui est le propre des vieilles amitiés solides. Nolwenn me demanda si j'avais de la peine. Je répondis oui, de la peine, mais pas du genre qui paralyse. La peine qui accompagne la perte d'une illusion que l'on entretenait par habitude plutôt que par conviction. La peine d'un jardinier qui découvre que son arbre était creux depuis longtemps et que la tempête a simplement rendu la chose visible. Le rosier, dis-je à un moment. Quoi, le rosier ? Le rosier sur le mur sud. Je l'ai planté le jour de la mort de maman. Nolwenn me regarda. On en plantera un autre, dit-elle simplement. C'était exactement la bonne chose à dire. C'est pour cela qu'elle était Nolwenn. Brendan Kergo, le collaborateur principal de Maître Cadoré, arriva à 7h02 le lendemain matin. Il avait 32 ans, des lunettes à monture d'écaille et la rigueur méticuleuse des juristes qui ont compris très tôt que le droit est une langue et que la précision du vocabulaire est une question d'honneur. Il posa sur la table de Nolwenn une chemise cartonnée contenant une liasse de documents dont l'épaisseur avait quelque chose de satisfaisant. Madame Tribaol, Maître Cadoré a préparé 3 procédures simultanées. La première concerne la révocation immédiate du mandat de directeur commercial de Monsieur Lanuzel, avec effet au jour de la notification. La seconde est une mise en demeure adressée à Monsieur Lanuzel personnellement, l'informant que sa rémunération des 20 dernières années a été versée par une entreprise dont vous êtes l'actionnaire unique, et que tout litige portant sur des biens communs, y compris la villa Armor, dont la vente constitue selon nous un préjudice moral imputable à un rapport de confiance abusé, fera l'objet d'une procédure distincte. La troisième, dis-je, concerne Orbeline. En effet, les dettes qu'elle a contractées auprès de divers créanciers et que M. Lanuzel a réglées avec le produit de la vente de la villa incluent des éléments qui pourraient constituer des infractions caractérisées. Maître Cadoré a transmis un dossier préliminaire au parquet de Lorient. Je bus une gorgée de café. Par la fenêtre de Nolwenn, je voyais le jardin, une vigne vierge sur le mur de pierre, un cognacier au dernier fruit de la saison, une brouette renversée dont la roue avait rouillé. Un jardin vivant, imparfait, réel. Quand la notification sera-t-elle remise ? Ce matin, à 9h, à l'adresse du siège de Kernevel et Associés. Monsieur Lanuzel sera présent. Il a une réunion de direction à 9h30. Devant ses collaborateurs.
C'est inévitable, dans la mesure où la révocation du mandat doit être notifiée en présence de témoins. Je posai ma tasse. Bien, dis-je. Je n'étais pas présente dans les locaux de Kernevel ce matin-là. Ce n'était pas nécessaire. Yolène me rappela à 10h22 pour me décrire ce qui s'était passé, avec la précision sèche qui était sa marque, sans commentaires inutiles. Théodore Lanuzel avait reçu la notification dans la salle de conférence du 3e étage, son étage, sa vue sur le port, en présence de 6 personnes. Il avait lu le document 2 fois. Il avait regardé Brendan Kergoat pendant plusieurs secondes sans rien dire. Puis il avait demandé, d'une voix qui avait perdu son assurance habituelle, si cela signifiait ce qu'il croyait que cela signifiait. Brendan lui avait répondu que oui. Ce que Théodore Lanuzel avait cru posséder pendant 20 ans, l'entreprise, le prestige, le sentiment d'être un homme considérable dans le paysage industriel breton. Il ne l'avait jamais possédé. Il avait exercé une fonction, il avait reçu un salaire, il avait été, pendant 20 ans, l'un des employés de sa propre femme, sans le savoir. Je ne tirais aucune satisfaction mesquine de cette révélation. La satisfaction mesquine est le plaisir des gens qui ont encore peur. Je n'avais plus peur de rien. Ce que je ressentais était plus calme, plus solide, quelque chose de proche de ce que l'on éprouve quand on taille un rosier en hiver, un geste précis, nécessaire, qui prépare la prochaine floraison en supprimant ce qui est mort. Il me rappela à midi. Je laissai sonner. Il rappela à 12h30. Je répondis. Gwenaël ? Sa voix avait la texture particulière des gens qui viennent de comprendre l'étendue de leur erreur et qui cherchent encore, par réflexe, une sortie latérale. Je ne savais pas ? Je veux dire, je ne savais pas que toi et Kernevel... Si, Théodore. Un silence. Pas dans ces proportions. Si. Un autre silence, plus long. Le silence d'un homme qui refait mentalement le calcul de 20 ans et qui trouve, chaque fois qu'il recommence, le même résultat. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je regardais par la fenêtre de Nolwenn, le cognacier dans le jardin, le ciel gris de novembre, ce gris particulier à la Bretagne intérieure, nuancé de mauve par endroits, comme une aquarelle que l'on n'aurait pas eu le temps de terminer. Rien, Théodore. Il n'y a rien que tu puisses faire. Maître Cadoret te contactera pour les modalités pratiques. Je te suggère de prendre un avocat compétent. Et Orbeline ? Orbeline a ses propres problèmes maintenant. Je raccrochais. Nolwenn, qui était entrée silencieusement pendant la conversation avec 2 assiettes de soupe, posa la mienne devant moi. Une soupe d'épeautre et de poireaux avec un filet d'huile d'olive et du poivre noir fraîchement moulu. Une soupe de novembre, précise et chaude. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « C'est commencé, dis-je. » Elle s'assit en face de moi et nous mangeâmes en silence. Le silence des vieilles amies qui n'ont pas besoin de remplir l'espace de mots, parce que le silence, entre elles, a sa propre texture et sa propre couleur. Dehors, la pluie avait cessé. La lumière de novembre entrait obliquement par les carreaux, cette lumière particulière de la côte atlantique en fin d'automne, qui donne à chaque chose, la brouette rouillée, la vigne dégarnie, les derniers coins sur la branche, une précision presque douloureuse, comme si le monde prenait soin de se montrer exactement tel qu'il est avant que l'obscurité revienne. Je pensais au rosier rouge sur le mur sud de la Villa Armor. Je pensais à ce que Nolwenn avait dit. On en plantera un autre. 78 ans, des mains craquelées, un dos qui ne se redresse plus tout à fait, une vie entière construite par accumulation patiente de décisions précises, de refus bien placés, de silence stratégique et de générosité que j'aurais parfois mieux fait de ne pas commettre. Et devant moi, du temps. Pas autant qu'autrefois, mais suffisamment. Suffisamment pour un rosier nouveau. Suffisamment pour regarder Kernevel et associés continuer de prospérer sans Théodore Lanuzel, sous la direction de Rosabelle, 82 ans, mémoire photographique intacte, intolérance pour l'incompétence inaltérée, qui reprenait le poste de directeur général avec une satisfaction à peine dissimulée. Suffisamment pour aller à Douarnenez au printemps, voir la maison de mon oncle Ambrosin, que je n'avais pas visitée depuis des années. Suffisamment pour replanter. Je posai ma cuillère, je bus une gorgée d'eau. « Nolwenn ?» dis-je. « Pour le rosier, je voudrais un grimpant, rouge sombre, presque bordeaux, résistant à l'humidité. » Elle réfléchit un moment, les coudes sur la table, la tête légèrement inclinée comme chaque fois qu'elle cherchait une information précise dans sa mémoire bien ordonnée. « Tuscany superbe, dit-elle enfin, semi-double, très résistant. Ma mère en avait un sur le mur du poulailler. Il vivait encore quand je l'ai vendu, il y a 15 ans. Tuscany superbe, répétai-je. Dehors, un oiseau que je ne vis pas traversa le jardin d'un vol bref et précis.
Ma binook, que j'avais emmenée dans son panier la veille au soir, leva la tête de son coussin et le suivit du regard un instant avant de refermer les yeux. Je 78 ans et j'avais toute la vie devant moi, ce qui reste de la vie, la part dense et nette débarrassée de ce qui était creux. C'était plus que suffisant.